c'est de travers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau format. Ça fait longtemps qu'on en parlait sur Twitch. Aujourd'hui, je reçois un ami de ma promo d'école d'animation. Il va nous parler de son parcours, que je trouve assez atypique par rapport au reste de la promo. C'est pour ça que je commence par lui. Valentin est lead lighting chez Icon à Vancouver. Il a notamment travaillé sur Alice et la pâtisserie des merveilles, sur Wandla. En ce moment, il est sur Ariel. J'espère que son témoignage vous sera utile, surtout si vous voulez vous expatrier à l'étranger ou si vous faites des études plus courtes. Zébardion. Bonjour Valentin. Déjà, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Louis, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va comme un mardi. Merci beaucoup pour faire cette première interview test du coup. On va voir ce que ça donne. Et du coup, le but après, Ouais. c'est d'étendre tout ça à tous les autres membres de la promo finalement, en tout cas les volontaires, pour pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui après 3 ans de sortie d'école. Enfin, 3 ans pour nous, mais un peu plus pour toi du coup. Ouais, ça fait un peu plus loin là. Oui. C'est 6 ans cette année. 6 ans que t'es sorti de l'école. C'est une dinguerie. Bah ouais, de 2020, hein. Ok, parce que dans ma tête, on était rentrés en prépa ensemble il y a 8 ans du coup. Et on a fait notre licence de 3 ans en même temps. Et c'est à partir de là, du coup, que t'es parti. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, pendant que tu faisais le master, j'avais déjà fini ma licence et j'étais du coup en autodidacte pendant 2 ans à apprendre le lighting et le compositing de mon côté. Ok. Parce que toi, au moment où on termine la licence, t'avais une autre spé. C'était pas le lighting à la base, si? Ouais, non, à la base, non, je voulais être character modeler pour du game. Donc j'avais vraiment tout orienté pour du game, puisque c'est à la base quand j'avais fait commencer le CV, c'était uniquement pour ça. J'avais pas prévu de faire de l'animation dans ma vie. Ah ouais. Et ouais, et du coup, j'ai dû m'adapter entre guillemets à l'animation. Mais en vrai, je regrette absolument rien aujourd'hui et je suis très content d'avoir fait ce choix finalement. Ok. T'as quitté la licence et t'as commencé à te former au lighting par toi-même en autodidacte. Et raconte un petit peu comment ça s'est passé du coup. Ah, Par quoi tu commences et... veux dire, mon Ouais. quotidien pour apprendre, enfin, en gros, ma routine toute la journée, tout ça. Ouais, à partir de là, en fait, qu'est-ce que t'as fait pour ensuite pouvoir te dégoter ton travail et te spécialiser encore plus dans ta spé, quoi. Ben, mes routines, elles étaient un petit peu. Je suis pas quelqu'un de très organisé de base. Et du coup, C'est c'était vrai. un petit peu. Ouais, il y avait des journées où je faisais du 8h, 20h, où je faisais que des projets perso. Je faisais beaucoup de workshops avec Gnomon. C'est en gros, tu prends un membership tous les mois et tu as accès à plein de cours en ligne et tu le fais à ta manière et tu sais, voilà, tu peux t'organiser, dire voilà, aujourd'hui je vais faire un peu de blue dev ou aujourd'hui je vais faire un peu plus de lighting, je vais faire un peu plus de théorie. Souvent, quand tu es chanceux, il y a des scènes pour pratiquer. Et après, ces scènes-là, normalement, elles sont réutilisables pour ton showreel. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Et Stylé. Ouais. c'est quelque chose que j'avais appris justement à l'ECV pendant que vous étiez en master. C'est qu'il y avait une école en ligne de lighting qui était disponible et en gros, Du coup, j'avais entendu parler de l'école de lighting à l'ECV. Je m'étais inscrit pour avoir accès à des scènes gratuites aussi pour mon book. Et ouais, du coup, la routine, c'était vraiment un peu aléatoire. C'est vrai que niveau organisation, ça aurait pu être un peu plus cool. Mais il y a des jours où j'avais besoin un peu de me détendre aussi, donc je faisais un peu moins. Ouais. Et pendant, ouais, c'était ça pendant au moins, je dirais un an et demi à peu près, sur les 2 ans. Parce qu'après, Ok. j'avais cherché. En fait, l'avantage avec à la sortie de l'école, c'est que du coup, on a ce truc avec Pôle emploi que j'ai pas beaucoup connu du coup, parce que ben, c'était pas très, je vais dire utile, mais en gros, j'ai eu une super conseillère en sortie d'école. Mais alors, je sais pas si Ok, ça trop a cool. changé maintenant, mais les conseillères changent tous les 6 mois. Du coup, ce que j'avais, c'est que j'avais une personne formidable qui m'aidait à chercher dans l'animation et qui comprenait un petit peu les problèmes de recrutement qu'on avait déjà à l'époque à cause du Covid. Et du Ah ouais. coup, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a trouvé des petits trucs, des petits conseils parce que j'étais trop jeune. J'avais 20 ans quand je suis sorti de l'école, donc je pouvais pas toucher le RSA, je pouvais pas toucher d'aide. Prendre des cours en ligne, faire des workshops, apprendre moi-même, c'est bien, mais il faut quand même que j'ai une rentrée d'argent de temps en temps quand même.
Euh, Oui, bien sûr. donc du coup, j'ai pu faire aussi des tout petits contrats vraiment ridicules à droite à gauche. Même parfois des trucs où j'étais pas vraiment rémunéré, où c'était une compensation. Par exemple, j'avais fait des clips vidéo en motion design avec. J'avais fait un peu de compte dessus aussi. Tout ça, c'était pour payer mon permis, par exemple. Enfin, j'ai fait plein de petites organisations à but non lucratif comme ça où j'avais ouais, quelque chose à la fin. Et ça a fait ça pendant ouais, un an et demi, 2 ans. Donc, Ok, ouf quand même. Du coup, 2 ans avant de trouver ton premier boulot, c'est ça? Enfin, ouais, ton c'est premier. ça. Bah, je l'ai trouvé quand vous êtes sorti du master, grosso modo. Le moment où vous avez eu votre diplôme, j'ai signé mon premier contrat. Donc, Ouais, ouais, je me rappelle parce que ça faisait un petit peu comme si, bah, finalement, tu sortais diplômé ouais, en même temps que nous et qu'on partait tous travailler sur le marché du travail en même temps. ouais, Et c'est ça, c'était ça, ouais. plutôt cool. Ouais, c'était Mais assez. du coup, on est d'accord que du coup, l'école du coup où on a participé, où on a été, elle t'a pas vraiment aidé ou elle t'a pas vraiment renseigné sur comment trouver du travail plus tard. T'as dû vraiment dû te débrouiller par toi-même et avec ton aide chez Pôle Emploi, quoi. Oui et non. On m'avait dit, alors, quand j'avais annoncé au jury du troisième année que je ne continuais pas mon master, on m'avait mis en garde sur beaucoup, beaucoup de choses, comme quoi que déjà, bon, sortie de master, c'est compliqué de trouver du travail. C'était compliqué avant le Covid, pendant le Covid, et je me rends compte maintenant que c'est toujours le cas. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de mises en garde, j'ai eu beaucoup de conseils, notamment un de mes profs de compositing quand j'étais en troisième année qui m'avait dit que si jamais, pour m'aider, le mieux c'est de vraiment diversifier mes recherches et pas forcément de me concentrer sur, voilà, par exemple, je voulais faire de la modé de personnage et je pense que sortie d'école, il y a tous les modeleurs veulent faire du personnage Ouais. quasiment. Il m'a dit vraiment d'élargir, peut-être commencer par exemple avec du props ou de l'enviro ou vraiment des trucs qui sont recherchés, regarder par rapport à ce que les studios aussi demandent, ça c'est très Mhm. important. S'il y a des studios qui disent, juste à titre d'exemple, là récemment, on avait rigolé, mais en vrai enfin, c'est vrai. Il y a pas mal de studios là à Vancouver qui cherchaient des gens spécialisés dans les arbres, par exemple. Et on Ok. s'est dit, c'est vraiment genre très, très spécifique, mais il y a des grosses boîtes, il y avait 3 boîtes de VFX qui vraiment cherchaient des 3D artistes, des modeleurs spécialisés dans les feuilles, les branches, tout ce qui est un peu organique. Et en fait, bah oui, ils recherchent parce que personne ne veut faire ça en fait. Enfin, tu t'imagines sur une prod où bah, forcément tu es sur un documentaire, tu as des hectares et des hectares de forêt à faire. Bah, tu sais que pendant 8 mois, tu vas te bouffer des arbres, quoi. Ouais, Donc ok, je comprends. c'est pas forcément intéressant, mais enfin, dans la pratique, c'est peut-être un peu ennuyeux à force. Mais si tu prends le contexte global, bah, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends de la pipeline, tu apprends à comment travailler en équipe, tu apprends à travailler pour la première fois sur une prod. Donc même si, bon, tu es spécialisé Cara, tu es spécialisé enviro, même pour des vaisseaux, du véhicule et tout ça, et que tu as envie d'avoir cette première expérience, et après, dans les années à venir, euh, te spécialiser dans le Cara, bah, vaut mieux commencer par ce genre de choses. Ouais, c'est un peu genre trouver d'une certaine manière des combines pour pouvoir finalement rentrer dans l'industrie et une fois que t'es dedans, après plus te spécialiser dans ce que tu voulais à l'origine. C'est Mais ça. c'est vrai qu'on dit tout le temps que le plus dur, c'est vraiment de faire le pas entre sortir d'école et trouver son premier boulot et après, c'est plus facile et ça s'emboîte un peu mieux. Du coup, peut-être passer comme ça, comme tu dis, peut-être qu'effectivement, c'est encore une meilleure technique. Bah oui, et ça paraît un peu plus logique parce que t'as pas d'expérience, donc il faut entre guillemets un peu te prouver ta valeur parce que c'est pareil, le showreel c'est quelque chose. Là en ce moment, il y a du coup comme je suis passé lead l'année passée, des entretiens, j'en vois toutes les semaines et j'en fais pas, enfin, encore heureux, mais je vois un petit peu le recrutement comment ça se passe et le showreel ok, c'est montrer ce que tu sais faire, mais en soi, on connaît pas la personne, on connaît pas le potentiel futur artiste, Ouais, et encore moins s'il est sorti d'école. Parce ouais. que le truc, c'est que après ta première expérience, bah, tu fais ton réseau. Tu vas travailler avec des superviseurs, tu vas travailler avec des leads, et en fait, l'industrie est vraiment petite. Donc en fait, on parle entre nous, on se dit, bah oui, lui, c'est bien, il se comporte bien, ou voilà, en prod, il est génial. Et ça favorise énormément. Mais, euh, mais ouais, pour en revenir à est-ce que l'école m'a aidé? Oui.
dans le sens où, à un moment donné, j'ai dû demander de l'aide. Parce que, bah, Ok. à force, tu tournes en rond et tu sais pas trop où aller. Parce que tu sors de là, on n'a pas vraiment beaucoup de cours. Alors, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais en tout cas, je sais pas si il y avait ça en master. Mais par exemple, LinkedIn, ces plateformes-là, en fait, c'est le truc qui m'a fait trouver du travail, quoi. Et encore aujourd'hui, quand les gens ils se font pas renouveler, ou quand les gens sont en fin de contrat, ou quand ils veulent tout simplement se réorienter, bah, ce genre de plateforme, ce genre de solution alternative, c'est vraiment le truc à faire, quoi. Euh, Ok, ok. mais ouais, c'est juste l'école, je pense qu'il faut pas avoir peur. Moi, j'avais un peu cette impression de, ben, j'ai fini l'école, je suis plus étudiant, donc potentiellement ils ne voudront plus entendre parler de moi parce que Ouais. j'ai fini mes études, quoi. Mhm. Et en fait, c'est faux, c'est pas vrai. Si tu vas là, on est revenu en France il y a pas très longtemps, et on a eu cette impression de vraiment, bah, on est revenu à l'école pour dire bonjour, bah, on était toujours les bienvenus. Voilà. Mhm. Après, après 4 ans d'expérience, bah oui, on est toujours, si on a besoin de quoi que ce soit, et l'année dernière, on avait eu besoin d'aide de l'école, ça je l'expliquerai après, et ils étaient les premiers à nous aider. Et grâce à eux, bah, maintenant on est résident à l'étranger. L'école, c'est super important d'avoir son propre réseau là-bas, bien se comporter avec les intervenants, parce que bah, potentiellement c'est des futurs collègues, mais aussi en parler avec la direction, parce que ça, c'est vraiment des conseils qu'ils puissent donner, parce que même s'ils ne travaillent pas forcément dans l'industrie, ça reste quand même des adultes, ça reste quand même des personnes qui ont de l'expérience dans tout genre, et qui peuvent t'aider à t'orienter et te conseiller sur ce genre de choses. Ouais. Ok. Je comprends ce que tu Ouais. veux dire, ouais. Et du coup, tu disais par rapport à LinkedIn et tout ça, toi, tu conseilles de ouf d'être dessus. C'est pour moi, ouais, c'est pour moi un des meilleurs réseaux sociaux pour trouver du travail. Je sais qu'il y a d'autres plateformes, ouais, il y a Hmm. Indeed, Glassdoor, Ouais, il y en a de ouais, plus en des plus trucs comme maintenant. ça. Euh, LinkedIn, de toute façon, quand tu postules dans des grosses boîtes, là en ce moment, la première chose qu'ils vont te demander, c'est ton portfolio, un mot de passe si tu as, et ton profil LinkedIn. Parce que du coup, eux Ouais. peuvent. Alors, je sais pas vraiment comment ça se passe, mais ils peuvent voir toutes tes expériences, ils peuvent voir si tu mets des posts, si tu es actif, sur quoi tu travailles en ce moment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des sites internet aussi. Donc la plupart, juste, ils se servent de LinkedIn comme une sorte de plateforme, un peu de blog, où ils peuvent poster des travaux en work in progress ou des tools qu'ils sont en train de développer. Donc ça permet aussi aux Ouais. recruteurs de voir un petit peu, bah ok, il est en train de travailler sur ça en ce moment, c'est intéressant, ça peut peut-être nous servir sur cette prod-là, etc., etc. Et ça te permet d'avoir du contact, de pouvoir parler avec des artistes aussi. Et moi, ça m'a énormément aidé dans mon cas parce que à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai pas, en fait, je fais du projet perso, je fais du book, j'ai pas de retour. J'ai pas, je sais pas si ce que je fais, je suis dans la bonne voie, je sais pas si j'ai des erreurs à corriger, je sais pas si visuellement c'est intéressant pour des potentiels recruteurs, si c'est intéressant pour aussi d'autres artistes. Donc, comment je peux faire pour demander ce genre de feedback, sachant que j'ai plus d'intervenants, j'ai plus personne. Je peux demander à des amis, mais encore une fois, bah, c'est des amis qui sont pas dans le milieu, qui sont pas dans l'industrie. Ouais. Donc, LinkedIn, c'est bien dans le sens où tu peux contacter des gens, tu peux contacter n'importe qui. Si les gens sont, t'es pas obligé simplement de leur demander en ami, hein, tu peux leur envoyer ce qu'on appelle un email. Tu demandes en contact et après ça devient un peu comment tu peux appeler ça, tu sais, les virtual cafés où juste comme nous là on est en train de faire actuellement, tu es sur Google Meet et Ouais. juste tu Ok. bois un café, tu parles de tout et n'importe quoi, tu parles de l'industrie, tu parles de futurs projets qui vont arriver, telle boîte va recruter. Et ouais, c'est plus un réseau d'échange et c'est pour moi le meilleur réseau où tu puisses commencer ton réseau, quoi. Ok. Ah, je connaissais pas cette partie où tu pouvais être rassemblé et discuter un petit peu. C'est Ça se stylé, fait ça, de hein. plus en plus et moi là-bas j'étais pas très à l'aise parce que pour la petite Tu anecdote, m'étonnes. la personne qui m'a vraiment le plus aidé c'était un artiste chez Nickelodeon et je savais même pas qu'ils avaient un département 3D, qu'ils avaient des projets 3D. Hmm. Et du coup j'étais très intéressé parce que je me suis dit bon, la France c'est bien, il y a la famille, euh, mais ça recrute pas, il faut vraiment que j'élargisse au possible. Et du coup, j'avais vraiment ciblé le Canada en priorité et les États-Unis parce que c'est
il y a la barrière, quoi. Et cette personne-là m'a vraiment bien aidé parce que, en fait, on avait le même âge. Il était junior, ça faisait 1 an qu'il était dans l'industrie. Et lui, ce qu'il voulait, c'était absolument aider les autres, se sentir, entre guillemets, utile. Et le fait de rentrer en contact avec moi, me donner des feedbacks, ça lui a permis d'ouvrir un peu les yeux et de se dire, ah ben finalement, être artiste, c'est cool, mais être mentor, je préfère. Et du coup, aujourd'hui, il Trop s'est bien. plus orienté dans la formation, dans le mentorship pour le lighting compositing. Et Waouh. du coup, voilà, moi je trouve que c'est vraiment bien dans le sens où on peut partager des choses, on peut échanger, on peut prendre des infos, et surtout, bah, on peut s'aider à s'améliorer pour un futur emploi, quoi. Ouais, ok, je comprends. Et bon, ok, du coup, tu as fait tout ça, toutes tes petites recherches, toute ta formation, et tu as fini par avoir un entretien, ou plusieurs, d'ailleurs, il me semble que tu en as eu plusieurs dans plusieurs boîtes différentes, et j'ai trouvé ça d'ailleurs à l'époque trop stylé, qui viennent te chercher directement par rapport à ce que tu mettais. C'était ça, hein, ouais? Alors, Donc, plus. j'avais passé, si je dis pas de bêtises, j'avais passé 2 entretiens. Il y Ok, en a un où j'étais vraiment surpris parce que oui, je venais tout juste de m'installer sur LinkedIn. J'avais pas de book de prêt, j'avais rien. J'avais pas de projet perso publié ou quoi. Et il y a une productrice, une corde de prod qui m'envoie un message privé qui me demande d'avoir un entretien tout de suite dans une boîte pour Paris. Et bon, pour X ou Y raison, j'ai pas eu le poste. Et franchement, pour quelqu'un qui n'avait pas de book, qui n'avait pas de CV de prêt, tu arrives en entretien, il y a 5 personnes devant toi, t'as rien à montrer, c'est juste une discussion, une conversation. Bon, je m'attendais pas à avoir le poste dans ouais, ces ouais, conditions-là. Mais je m'étais donné à fond et c'est sûr que c'était très, très impressionnant à ce moment-là. tu m'étonnes. Et le deuxième entretien, du coup, qui m'a permis d'avoir le poste, enfin, de travailler dans le studio que je suis actuellement, c'est moi qui ai contacté. Au bout d'un moment, j'ai eu un peu les fers à le bol parce que j'avais entendu que ce studio-là envoyait énormément de messages à des étudiants d'une autre école, d'une école concurrente à la nôtre. Et j'étais en mode, c'était un peu injuste. Et du coup, j'ai contacté directement le CEO sur LinkedIn en lui disant, bah voilà, je suis dispo, j'ai vu que vous recherchiez en lighting compo, je suis dispo. Et je pense que la démarche était vraiment culottée, mais ça, pour lui, c'était en mode, Ça a ouais, payé, ça a quoi. payé, voilà. Il était un peu en mode, oh, ok, bon, bah, j'appelle les RH, t'as un entretien demain. Et au final, on l'a décalé en fin de semaine parce que bah, j'ai un peu. Ça faisait 2, 3 ans que j'avais pas vraiment pratiqué de l'anglais, donc c'était quelque chose aussi. Ouais, c'est vrai, j'y pensais plus. Mais ouais, c'est différent. Mais au final, ça s'est super bien passé et bah, ils avaient besoin de monde, donc voilà, ça s'est fait très, très, très rapidement. Mais ouais, j'avais passé juste 2 entretiens et heureusement que j'avais passé, enfin, que l'entretien avant était un peu, je vais pas dire catastrophique, mais il était un peu moins bon dans le sens où j'étais pas préparé, j'avais Ouais, rien de prêt, j'avais pas pris de notes. Enfin, j'y suis vraiment allé en mode, on va passer un entretien et puis on verra bien et voilà quoi. Et ça m'a permis de me préparer pour le second. ouais, je comprends. Donc je pense que c'est bien aussi de se dire, même si c'est pas un studio qui vous intéresse, juste allez-y dans le sens où vous pouvez juste pratiquer. Parce que pour quelqu'un qui sort d'école, qui se retrouve face à... Alors normalement, ce qui se passe, c'est que le premier call est avec une seule RH ou un RH qui vous parle un petit peu du studio et tout ça. Et après, il y a la partie de... Il y a un superviseur, un lead qui arrive, qui prend la parole et qui pose des questions sur le book. Mais c'est bien juste de se sentir à l'aise en call, parce que bon, bah, si tu n'as pas l'habitude de faire des meetings tous les jours, des fois tu bégayes un petit peu. Si en plus t'es pas à l'aise avec la langue, bah, c'est Oui, c'est compliqué, ça. quoi. Donc juste pour pratiquer et de se dire, bah, être à l'aise de parler de soi, être à l'aise de parler de son book, être à l'aise de parler de ce que vous savez faire, de vos qualités, de vos défauts aussi, bah, c'est bien, quoi. C'est une bonne Ouais. école. Mais ça s'acquiert aussi avec l'expérience, à force d'en Ouais, faire. Et c'est pour ça que c'est bien de parfois passer des entretiens avec des boîtes où
éventuellement on n'est pas trop friand Ouais. d'y aller, mais au moins c'est vrai que ça fait le training, et puis à force on finit par prendre un petit peu du galon, Ouais, ouais, quoi. ouais. Et il n'y a pas de, il y a pas De de, ouf. il y a pas de meilleure boîte que d'autres. Ça, c'est aussi très important. Même si le studio est indépendant, même si le studio, il y a genre 20 personnes dedans, ça reste quand même un studio. Mhm. Les projets peuvent être Bien sûr. intéressants et au final, on se rend compte que bah, même là encore aujourd'hui, les petites entreprises, c'est celles qui, t'apprends le plus de choses en fait. Parce que t'as moins de confort, tout est automatisé. Et Ouais. je trouve que tu apprends beaucoup plus avec ce genre d'entreprise que des grosses boîtes où tout est automatisé et tu as moins, entre guillemets, moins de choses à faire, quoi. Ok. Et du coup, tu disais que tu n'étais pas à l'aise en anglais parce que ton studio, du coup, c'est Icon à Ouais. Vancouver. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partir au Canada et viser, du coup, le Canada et les États-Unis par rapport à tout ça? Est-ce que c'est une question de voyage ou c'était juste parce qu'il y avait du boulot là-bas et que... Alors, euh, premièrement, c'était parce que j'ai toujours rêvé d'aller au Canada. C'était plus un rêve que quand j'étais jeune et je voulais absolument vivre aux alentours de Québec, Montréal à l'époque. Et Ok. quand j'ai vu que l'industrie là-bas était un peu plus demandante, qu'elle recherchait un peu plus d'artistes, je me suis dit, bon, bah, c'est un peu le jackpot, donc autant se focus un petit peu là-bas. Et à ma grande surprise, j'ai été de nombreuses fois refusé. J'ai pas eu le droit à des entretiens parce que j'étais refusé quand je postulais à plusieurs boîtes à Montréal et dans la partie est du Canada. Et la première boîte du coup que j'avais tenté chez Icon, c'est vraiment la toute première en Colombie-Britannique et dans la partie ouest du pays, où ils ont vraiment donné ma chance, me faire passer un entretien et ça s'est bien passé et j'ai eu le poste. Donc, mais ouais, c'était quelque chose que j'avais envie. Et et je sais qu'il y a la famille, il y a les amis, et c'est vrai que bah, des fois j'en parle avec vous. Hein, Ouais. au début c'est difficile parce que bah, il y a du décalage horaire, tu peux pas, ta vie d'avant change beaucoup parce que tu avais des habitudes et tout change quoi. Tu vois pas tes familles, tes anniversaires, bon bah tu les passes tout seul maintenant. C'est pareil pour Noël. Les billets d'avion sont Ouais. chers, donc c'est plus un choix de, oui j'avais envie de voyager, j'avais envie de trouver du boulot, et en fait tout ça ensemble, c'est ce qui a fait que bah oui la décision était prise quoi. Ok, je comprends. Parce qu'en plus, c'est pas facile non plus d'accéder finalement à travailler au Canada. Est-ce que c'est toujours l'actualité ou c'est pire maintenant qu'à l'époque où tu as été Alors en débauché? ce moment, il y a pas mal de lois sur l'immigration. Bon, moi, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, le Canada est aussi impacté. Toutes les lois de l'immigration ont changé. Je pense que c'est toujours aussi simple pour nous, francophones, de venir travailler au Canada parce que bah, on a les deux langues ici, donc le français et l'anglais C'est vrai. sont les langues principales. Donc, en fait, il y a toujours ils veulent garder le patrimoine culturel un peu francophone, pas français, hein, francophone, avec le fait juste de parler la langue, parce que c'est une langue officielle. Donc, en fait, c'est toujours assez simple pour nous de bouger là-bas. Mais je vois, par exemple, j'ai pas mal de collègues qui viennent du Brésil, qui viennent de l'Asie, qui, eux, c'est vraiment, ils attendent 1 an, voire même parfois 2 ans des visas, parce que bah, l'immigration devient de plus en plus stricte, que ce soit, je pense, un peu partout dans le monde, en fait. Mais il y a toujours cette facilité d'accès pour nous, même pour devenir résident citoyen. C'est un peu, j'ai le mot en anglais, mais c'est un peu unfair dans le sens où, bah, nous, bon, on se sent vraiment privilégié. Et moi, ça me met vraiment très mal à l'aise parce que j'ai des collègues qui sont géniaux, qui ont tout à fait leur place de venir travailler ici. Mais ils sont obligés de retourner dans leur pays parce que bah, niveau visa, ils peuvent plus en fait. Et s'ils Ok. veulent devenir résidents, bah, si tu as l'avantage de parler français, de savoir écrire français, et bah, tu es résident très très vite en fait. Et tu as un peu ce côté où on a de la chance d'avoir vécu en France et d'avoir tout ça. Et nos collègues, bah, on est un peu en mode c'est vraiment triste, quoi. Ouais, ok, je comprends. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. C'est les lois d'immigration qui sont comme ça. Donc, oui, c'est toujours aussi simple de venir.
Enfin, je dirais que c'est un peu plus, il y a un peu plus de démarches à faire maintenant, mais en tant que Français, non, je pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui aient changé par rapport à ça. C'est juste, faut faire très attention à être en relation avec une bonne personne du studio qui vous embauche, qui vous donne toutes les instructions. Parce que moi, les instructions étaient très claires. Je savais que quand tel jour je devais aller au consulat à Paris ou des trucs comme ça. Ah Ouais, ouais. tout était vraiment genre bien organisé. Je savais que telle date, il fallait que je fasse tel document. On avait des meetings à distance pour remplir des documents et tout ça parce que c'est très spécifique à ton casier judiciaire ou ouais, des choses reliées à tout ça, en fait, tout ce qui se passe en France. Donc tu dois vraiment justifier un peu ta vie à l'étranger avant d'emménager, enfin oui, avant de déménager dans un nouveau pays. Ok. Et du coup, ça, c'est la technique de t'es sponsorisé par un studio et du coup, c'est avec eux que tu vas pouvoir faire toutes les démarches et qui t'aident. Mais t'as aussi plusieurs techniques du coup par rapport à ça. Euh, le mieux, oui, c'est de laisser. Alors, pas de te faire sponsoriser. Alors, oui. Alors, il faut pas que je dise de bêtises par rapport à ça. Le mieux, oui, moi j'avais été sponsorisé dans le sens où c'est beaucoup plus simple si un studio te donne une lettre. Donc, en gros, c'est moi ce qui s'est passé dans mon cas, et je pense qu'il le continue de le faire, c'est quand tu es à l'étranger, le studio exagère auprès des autorités de la douane pour dire cet artiste, enfin cette personne que vous avez en face de vous est une personne dont on a absolument besoin. C'est quelqu'un qui peut vraiment nous aider sur Ah. tel projet à développer telle chose euh, au Canada. Donc c'est vraiment genre ça joue sur l'exagération auprès des autorités de l'immigration canadienne et généralement ça se passe très très bien. Juste, bah, c'est la douane, ils sont très stricts, il faut pas rigoler avec eux. Hmm. Mais généralement, c'est eux qui te donnent après tout ce qui est assurance, parce que tu peux pas travailler au Canada si tu n'as pas d'assurance, c'est pas possible. Ok. Euh, donc ils te donnent tout ça, et, euh, et ouais quoi. Ok, ça marche. Parce que moi, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais essayé de faire le PVT, le permis vacances-travail, Mhm. il y a un an. C'était l'année dernière. Ouais, c'est Et toujours sur c'était. tirage au sort. Ouais. C'est ce que j'ai fait aussi pour arriver. Et moi, j'ai eu énormément de chance parce que quand je suis arrivé à Montréal, parce que tu fais, du coup, quand tu as un PVT, enfin, peu importe le visa que tu as, tu es obligé de faire ton permis de travail là, dans l'aéroport où tu arrives en premier au Canada. Donc, si tu as une Ok. escale, par exemple, moi j'avais une escale à Montréal, ben, il faut absolument que tu fasses ton permis de travail là-bas. Ok. T'es arrivé sur le territoire, c'est la première chose que tu dois faire. Tu sors de l'avion, tu vas au bureau des douanes et tu fais ton permis de travail parce que sinon, entre guillemets, tu arrives dans le pays illégalement. Ok, d'accord. Tu es censé avoir ce permis-là. Et si c'était un permis vacances, tu l'aurais fait en amont. Alors après, ça, c'est vraiment des choses très spécifiques à l'immigration. Je suis pas du tout calé là-dedans. Mhm. Euh, mais ouais, c'est vraiment le PVT pour moi, c'est le mieux, c'est le meilleur, mais c'est sur tirage au sort, ça peut prendre du temps, ça peut être très très rapide. Je sais pas du tout comment ça se passe aujourd'hui, mais ouais, je l'ai fait il y a 4 ans à peu près. Ouais, ça a été relativement vite, quoi. Ok. Je pense en un mois à peu près. C'était euh, plié, quoi. ouais, j'avais tout de près pour partir. Bah n'empêche que c'est super intéressant, j'apprends plein de trucs. Parce que moi, pour le coup, le PVT, même si je l'ai fait l'année dernière en début janvier, hein, je me rappelle, et ben là, j'ai reçu un mail il y a pas longtemps pour me dire justement que bah, c'était ciao, le panier il était fermé et j'avais pas été tiré au sort du Ouais. tout. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui fait quand même ce genre de demande et ça carbure, hein. Je pense que ouais, on est tombé dans la meilleure période, je pense, à l'époque, parce que au Canada, ça recrutait énormément parce que c'était l'après-Covid. Donc, ils avaient vraiment besoin. Tout le monde revenait au studio quasiment. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard sur certaines prods. Donc, ils avaient vraiment besoin d'artistes. Et les PVT étaient extrêmement accessibles pour tout le monde, en France en tout cas, je parle. Donc ouais, je pense qu'on est tombé Ouais. dans la meilleure période. Et je pense que là, il y a ce truc du genre, ça fait pas mal d'années que des gens cherchent et qui se rendent compte que bah, même là, je parle pas forcément que pour la France, mais de manière générale en Europe,
Juste à titre d'exemple, j'ai pas mal de mes artistes qui sont rentrés en France parce que ils étaient en mode 2 ans d'expérience. Si je trouve pas de boulot en France, je comprends pas. Parce que en France, ce qu'on te demande, c'est de Ouais, l'expérience. Généralement, c'est t'as pas assez d'expérience, blablabla, classique. enfin, ouais, le classique, quoi. Donc tu reviens en France, tu as 2 ans d'expérience, tu as travaillé sur des shows qui sont quand même vachement cool. Et maintenant, le truc, c'est t'as pas assez d'expérience dans le sens, on te demande vraiment genre entre 5 et 10 ans, quoi. Donc en fait, ils étaient là en mode, d'accord, ok. Et en fait, tu regardes en Espagne, tu regardes en Italie, tu regardes partout en Europe, c'est quasiment tout le temps pareil. Et du coup, ils sont revenus au Canada, ils ont été réembauchés dans ma boîte parce qu'en fait, au bout un an et demi de recherche, ils étaient un peu retournés à la case départ en mode je suis sorti d'école et là pourtant j'ai de l'expérience quoi. J'ai un book, pendant 2 ans j'ai travaillé, ouais, ils étaient un peu déboussolés, un peu Bah ouais, je perdus comprends. par rapport à ça et bah, la meilleure des choses à faire, c'était de recontacter l'ancien studio et dire j'ai vu, j'ai entendu parler que vous avez encore de nouveaux projets, est-ce que je peux réavoir un entretien? Et le truc un peu chiant, c'est que du coup, tu Ouais, refais tout à zéro, quoi. Du coup, tu refais tes empreintes, tu refais ton PVT, tu refais ton visa. ouais, c'est C'est. beaucoup. Voilà. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'on a eu pas mal de chance avec ma copine à l'époque et j'espère que c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais ouais, si tu me dis que il doit y avoir beaucoup plus de demandes, je Ouais. ne serais pas étonné pour Parce que être mine de rien, honnête. vous deux, du coup, avec ta copine qu'on verra peut-être une autre fois, vous avez quand même vachement enchaîné les prods finalement. Vous avez été jamais vraiment sans rien. Ouais, ouais, j'ai jamais eu de gap en 4 ans. Je pense pas. J'ai pas souvenir. On avait toujours nos petites vacances de temps en temps, mais j'ai jamais eu de trou. J'ai jamais eu besoin on a aussi un système de chômage au Canada dans ce genre de situation. J'ai jamais eu D'accord. besoin d'avoir eu affaire à ça. Donc, ouais, généralement, la boîte et ses priorités aux personnes Oui, bien qui sûr. travaillent déjà dans l'entreprise. Là, il y a pas mal de lois qui sont passées en Colombie-Britannique et je pense au Canada de manière générale. Notre boîte vraiment favorise l'emploi à ceux qui sont déjà ici. Donc, si jamais, ou à ceux qui ont Hmm. déjà travaillé dans l'entreprise. Donc ça, c'est cool parce que du coup, ça a permis vraiment plein de re-recrutements. Et quand il y a des nouvelles prods qui démarrent, on appelle d'abord ceux qui sont déjà dans la boîte, savoir si tu veux bouger sur ce show-là. Et après, on rappelle des gens qui ont déjà travaillé dans la boîte parce qu'ils connaissent la Oui, c'est ça. pipeline, ils connaissent les artistes, connaissent les superviseurs, donc c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et après, il y a la sélection de oui, on va laisser sa chance à d'autres Hmm. artistes à l'extérieur. Ouais. Bah ça, j'avoue, ça a l'air d'être vraiment global parce qu'en France, on a aussi un petit peu ce système-là. Même dans la boîte où je suis moi, c'est toujours ça qui est priorisé. C'est les anciens artistes qui sont déjà Ouais. venus et ceux qui sont peut-être encore sur place, de pouvoir switcher sur d'autres projets. Forcément, il y en a un petit peu moins par rapport à la boîte où tu es toi, mais ça Hmm. s'enfile assez bien, quoi. Et du coup, si je rappelle les projets sur lesquels tu as travaillé, on a du coup Alice Ouais. et c'est Alice et la boulangerie magique, c'est ça? C'est Alice. Alors en français, c'est Alice et la pâtisserie des merveilles, je crois. Du coup, en anglais, c'est Alice Wonderland Bakery. J'ai fait ensuite Wondla, Rocket Club. J'ai fait un tout petit peu de Star Wars Young Jedi et de Firebud. Vraiment un tout petit peu. Et j'ai fait. Là, je suis actuellement sur Ariel, tout court, la petite sirène qu'on Ok. connaît pour Disney. Ouais, globalement, c'est toujours un petit peu pour les mêmes clients. Enfin, j'imagine qu'on parle aussi de Ouais, clients. Et c'est toujours un petit peu Disney, Disney Junior, Disney Plus, quoi, ouais. finalement. Ouais, c'est ça. Généralement, on travaille énormément avec Disney Télévision. On a eu un seul projet, je crois, avec Apple, du coup, qui est au monde là. Je pense pas qu'on ait re-signé avec ce client-là. Et là, récemment, Netflix. On travaille beaucoup avec Netflix Ok. sur des séries qui vont être annoncées bientôt. Ouais, je crois que c'est vraiment nos principaux clients, hein, Disney et Netflix, pour l'instant. Donc c'est toujours pareil, on fait beaucoup de séries.
Récemment, du coup, hier, il y a eu la sortie du film, le premier film de mon studio. Je fais pas de promotion, je donne juste une information. C'est quoi? J'ai pas travaillé dessus. Alors en français, c'est Biscuit le chien fantastique. Ah ouais, je vois quoi c'est. Ouais. J'ai pas travaillé dessus, j'avais demandé et puis je devais absolument, j'étais en priorité sur une autre prod. Mhm. Mais ouais, il y a pas mal de trucs qui se développent. On travaille beaucoup sur, je crois, il y a, sans trop divulguer d'informations, parce que je sais pas si j'ai le droit, Non, on évitez. tourne entre 5 et entre 4 et 8 prods à la fois, je pense. Ok, c'est une belle marge. C'est pas mal. Du coup, vous Euh, êtes nombreux finalement. je crois qu'on est à peu près 800 artistes, je crois. C'est pas mal, ça fait un beau pique-nique. Tout département confondu, je crois qu'on est à peu près entre Oui, bien sûr. 700 et sur 600 et 800 artistes. Je pourrais pas te donner le nombre exact, mais ouais, c'est quand même une grosse boîte, ouais. Ok. Parce que par exemple, moi, là où je suis, on est globalement la branche animation, donc on est vraiment quasiment que entre animateurs. Mais du coup, toi, tu as accès à tous les autres métiers finalement de l'industrie, quoi. Ah ouais, oui, je sais pas comment ça fonctionne dans ta boîte à toi. Si vous êtes fait que l'animation, ouais, nous, on est vraiment tous les départements. Il y a tout le monde. On fait aussi bien la pré-prod, la prod et la post-prod. Ok, intéressant. Il y a vraiment tous les départements. Il y a toute la pipeline dans mon studio. Ok, trop bien. Et du coup, par rapport au lighting, si je reviens dessus, c'est comment une journée type de lighting? Parce que moi, je connais du coup ma journée d'animateur, mais comment ça marche pour toi quand tu taffes, t'arrives le matin et qu'est-ce qui se passe? Je peux donner deux versions. Je peux donner la version artiste et la version un peu plus lead. Journée type, dans ma boîte, c'est alors généralement, quand tu arrives si tu as beaucoup de chance, quand tu arrives dans la boîte et que tu commences sur une prod, tu arrives généralement, le head of department et la RH font en sorte que tu arrives sur un début d'épisode. Donc quand tu arrives, généralement il y a le kick-off qu'on fait en lighting. Donc là tu regardes l'épisode, tu regardes en gros ce qui a été fait en amont, tu regardes ce que les modélisateurs ont fait, tu regardes ce que les animateurs ont fait. Donc tu regardes l'animation finale qui a été approuvée par le client. Tu regardes ensuite ta séquence sur laquelle tu vas travailler, parce que nous on travaille en séquence. Ouais, Ensuite, tu as accès à tout un tas de documentation qui t'explique en gros, voilà, par exemple, sur tel épisode, sur ta séquence à toi, tu auras un coucher de soleil, par exemple. Donc là, tu regardes en gros les master shots qui ont été faits par les leads, par les superviseurs et les devs. Donc, comme ça, tu as une petite idée de à quoi ressemble le look. Et ensuite, tu commences première semaine de lighting avec toutes les références, avec tout ce que tu as reçu de la part de tes supérieurs. Tu lights sur Maya, tu lances les rendus, tu t'assures que les rendus crachent pas sur la farm. Et dès que tu obtiens tes premiers rendus, tout de suite tu attaques le compositing et voilà, en gros essayer d'être un peu le plus efficace. On fonctionne énormément avec ce qu'on appelle de la propagation. Donc en gros, dès que tu as un template qui est fini, approuvé et clean, tu t'en sers sur tout le long de ta séquence, généralement. Donc d'accord. en gros, tu as un système nous on fonctionne avec des arbres en gros de lighting où tu as ton shot référence. Donc généralement, si tu as beaucoup de chance, c'est toi qui le fais. Donc tu vas faire ta Ok, propre référence. Sinon, généralement, le plus simple, c'est quand le lead ou le superviseur est travaillé un petit peu dessus. Comme ça, tu sais que le template va être super propre et qu'il n'y aura pas de problème technique et tout est bien rangé, tout est bien organisé, surtout dans Nuke. Et ouais, donc grosso modo, on alterne, on fait 2 épisodes par mois à peu près. Donc on fait une semaine lighting, une semaine comp. Euh, Généralement, ouais, c'est plus simple de faire du coup 2 semaines lighting, 2 semaines comp. Donc, semaine 1, tu fais l'épisode A, semaine B, tu fais l'épisode B, euh, et après, tu fais pareil en compositing jusqu'à la delivery. Donc, on a à peu près 5 semaines de deadline par épisode. ok, mais je savais pas que tu faisais un peu de comp du coup en plus de ta passe de lighting, quoi. Ah, si, on fait les deux, ouais. On fait le Oh, je savais lighting, pas, dis donc. les rendus, et on fait le compositing, on fait tout le shot. Les rendus? Alors, oui, on s'assure que les render layers soient corrects, Ah que ouais, tout est prêt en gros, que tout notre lighting soit pour la prêt pour farm. être utilisé en comp, ouais.
Ok, ok. Donc après, on a des templates vraiment génériques au studio. Donc la majorité du temps, la plupart des templates sont préparés en avance et que c'est vraiment dans un cas spécifique où tu crées ton propre render layer ou ton propre setup pour après l'utiliser dans Nuke. Ok. Mais généralement, ouais, un artiste lambda, il a normalement pas besoin de faire ça. Après, ça dépend si la production en a besoin. Par exemple, sur Wondla, ça nous arrivait très souvent parce que Skydance était très pointilleux. Ça nous arrivait quasiment tout le temps, en tout cas pour ma part, de refaire énormément de templates de mon côté pour mon épisode parce que il y a une demande vraiment spécifique. Et on pouvait pas se permettre, par exemple, de retourner voir les devs ou les technical assistants pour leur demander, bah voilà, ils étaient tellement débordés qu'au bout d'un moment, il fallait vraiment que tu aies de l'autonomie, tu aies des initiatives parce que sinon, tu passais ton temps à faire des heures sup, quoi. Ok. Ok, je comprends. Et du coup, maintenant que tu es lead, à quel point ton quotidien, du coup, par rapport à tout ça, est-ce qu'il change? Est-ce que tu fais toujours du lighting et tout ça, ou vraiment juste tu supervises, quoi, finalement? Il y a toujours un peu de shots que je fais, mais ma priorité, c'est m'assurer, en tant que lead, ma priorité, c'est de m'assurer que mes artistes ont aucun problème. Donc du coup, le plus gros changement pour moi, c'est énormément de meetings, c'est beaucoup de rendez-vous avec la prod, s'assurer que les chiffres, vérifier les quotas et tout ça. C'est des trucs qui sont intéressants, mais pour être honnête, c'est pas ce que je préfère faire tous les jours. C'est intéressant dans le sens où tu te rends compte que si jamais il arrive quoi que ce soit en début de semaine de lighting et que ça traîne et que le problème n'est pas résolu, ça impacte énormément sur plein de choses. Ça impacte sur l'artiste, il va être frustré parce que ça plante, par exemple, sur la farm, Ouais. et si tu trouves pas la solution pour lui, ça va continuer de planter. Et si Ok. personne ne prend le temps de regarder ce qui se passe, lui, il prend du retard sur ses quotas, et après, il se retrouve avec des semaines un peu folles où, je vais pas dire qu'il se met. En gros, nous, on essaie de pas mettre la pression sur les artistes parce que ça sert à rien, mais il y a des artistes Mhm. qui s'auto-mettent la pression dessus parce que Oui, bien sûr. c'est la semaine de livraison, ils veulent faire leur travail correctement. Et nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir des artistes qui font des burn-out à cause de ça. Et ma priorité, c'est m'assurer que, de un, tu te sens bien dans la prod, de deux, que tu n'aies pas de difficulté à faire ton travail, et de trois, à m'assurer que l'épisode soit fini en temps et en heure pour le client, quoi. Ok. Là, je te fais une aparté, mais ce que tu décris, je trouve que ça correspond vraiment à ta personnalité. Même si c'est pas ce que tu préfères, je trouve que ce concept-là d'être un petit peu, pas le papa, tu vois, mais cet esprit de s'occuper des autres et de veiller aux autres, ça te correspond de ouf. Voilà, je te le dis. Merci, merci. Mais oui, moi, quand j'avais passé pour l'entretien pour être lead, on m'avait plus parlé d'être un peu le grand frère de Ok, ton ouais. équipe. C'est vraiment le terme exactement employé. C'est vraiment, si un artiste a besoin de quoi que ce soit, il peut compter sur toi. Voilà. Il sait que Ok. si tu as la moindre question, peu importe la question, que ce soit d'ordre professionnel ou privé, je peux être là pour lui, enfin je dois être là pour lui, et je peux, en fait quand j'ai dit je peux, c'est je peux, par exemple ça m'est déjà arrivé que des artistes me posent des questions un peu plus privées, dans le sens où tout ce qui est relié à des contrats de travail par exemple, ou des Hmm. situations familiales où ils me disent, bah voilà, je suis désolé, cette semaine j'ai des problèmes avec ma famille, ça risque, voilà, je risque pas d'être au top de ma forme cette semaine, quoi. Et il n'y a aucun Ok. souci, on trouve des solutions. Moi, généralement, ce que je fais quand ça arrive, c'est je prends la moitié du travail de mon artiste et je lui dis, bah voilà, je vais te donner un gros coup de pouce. On va essayer d'approuver des shots à deux. Et généralement, quand tu es à deux sur une séquence, en une semaine, bon, c'est fait, quoi. Ouais, Et je du coup, comprends. ça Ok. permet d'avoir moins de charge de travail pour l'artiste et que lui puisse un petit peu gérer son problème privé et en même temps de toujours rester un peu plus efficace au travail en se disant, Hmm. bon, la charge de travail est moins intense, c'est mieux. C'est mieux pour lui mentalement et aussi physiquement parce que c'est fatigant, quoi. Ouais, bien sûr, je comprends. Parce que tu racontais que vous aviez des quotas, du coup, même en lighting. Ah oui, Parce que oui. vraiment, je sais pas du tout comment ça fonctionne, hein. Moi, je sais qu'en animation, on en a, Euh, mais en lighting. alors je sais pas dans les autres départements,
je pourrais pas dire en asset et en rig. S'ils ont des quotas de modélisation à faire, je pense que ça doit être au mois ou je pense que ça doit être par épisode. Je sais pas du tout comment ça se passe, mais ouais, en lighting, pour donner un nombre exact, je pense qu'on essaie d'au moins avoir un, voire deux shots approuvés par jour. Alors en semaine de lighting, c'est un peu compliqué parce que c'est le début, quoi. Là, par exemple, la semaine prochaine, on est en semaine de lighting, on commence un nouvel épisode. Je sais que pendant cette semaine-là, en délice, parce que nous on a des délices, il y aura, je pense, 5-6 shots. Après, l'autre équipe, on est décalé avec l'autre équipe. Donc on essaie toujours il y a toujours des shots qui seront approuvés tous les jours. Par exemple, nous, là, on commence notre épisode. La deuxième équipe du coup de lighting de mon projet, je crois ils ont leur livraison dans 2 semaines. Donc du coup, ça fait que quand nous, on aura le lighting bien établi, qu'on aura les master shots approuvés, tout ça, quand la deuxième équipe sera dans un moment un peu plus calme, nous, on sera déjà bien entamé dans l'épisode. Donc en gros, on essaie toujours d'avoir des shots à montrer à notre directrice artistique. Et en fait, ouais, c'est juste, on garde le rythme de la première équipe commence, c'est un peu plus lent, mais la deuxième équipe est déjà dans un épisode, donc ça fait que on va plus approuver des shots de la deuxième équipe que de la première, etc., etc. D'accord, ok. Et c'est des équipes de combien du coup? On est souvent entre 10 et 11 à peu près par équipe. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, en lighting en tout cas. Ouais, j'aurais pas cru que ce serait autant. Ouais, donc là sur le projet que je suis actuellement, ouais, on est une vingtaine d'artistes à peu près, en lighting. Ok, intéressant. Ouais. Et du coup, le projet, enfin, là ça me vient en tête, du coup je te pose la question, mais le projet que tu es actuellement, c'est du coup Ariel. Ouais. Et donc évidemment, toute la série se passe absolument sous l'eau. C'est ça, ouais, entre guillemets sous l'eau, ouais, parce qu'il y a toujours des moments un peu fun où le client est là en mode, par exemple, j'allais dire une bêtise, faut pas que je dise ça, j'allais spoil un épisode qui est en production. Mollo. Ouais, on va être mollo là-dessus. Mais par exemple, il y a un props, c'est une fontaine, par exemple. Voilà. Il y a de l'eau sous l'eau. C'est assez Ouais, amusant, ouais. ok. Un peu comme Bob l'éponge finalement. C'est un peu amusant, ouais. Il y a des Ok. petites incohérences comme ça qui font que, ouf, c'est magique, quoi. On ne Oui. poser pas trop de questions. Ouais, de ouf. Et toujours par rapport au lighter, comme toi t'es du coup maintenant comme t'es lead, je voulais savoir qu'est-ce qui pour toi fait la différence dans un démo reel de lighting en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cet Il article-là est va être meilleur. Ok. Je dirais pas meilleur. Je dirais. Alors, je review pas beaucoup de showreel. J'en ai peut-être review une ou deux, je pense, pour mon projet. Ok. Je dirais, moi, ce qui vraiment m'intéresse le plus, c'est le comportement de l'artiste. Je peux comprendre que, en ayant travaillé dans l'industrie, je sais exactement, ce serait mentir, mais je sais qu'il y a il y a des moments où tu es sur une prod et que t'as pas de chance et tu tapes un peu des séquences un peu ennuyantes ou des choses comme ça. Ouais. Et donc, moi, ce que je pense le mieux, c'est comment se comporte l'artiste en production, comment l'artiste réagit par rapport à ça. Et ça se résout juste on lui pose des questions techniques sur son showreel et on voit un petit peu la réponse. Et si c'est cohérent avec nous, ce qu'on fait, bon, bah c'est top. Mais si par exemple on voit des beaux shots et que la personne en face de nous ne sait pas trop quoi dire sur ce shot-là parce que bah on sait pas, peut-être qu'il a peut-être pas travaillé dessus ou peut-être que juste il a eu un super template et en fait il a eu besoin de rien faire. Dans ce cas-là, c'est moins intéressant pour nous. Je préfère voir des shots, je vais pas dire ennuyeux, mais je préfère voir des shots où il se passe pas grand-chose en shot, mais il y a tellement de petits détails en lighting, par exemple, qui fait que ça accentue plus la narration et ça met en valeur, ça met en avant des choses bien précises liées à l'histoire. Je sais pas si je suis clair. Je préfère voir beaucoup plus de shots qui sont certes beaux, mais pas genre extrêmement beaux, mais genre des beaux shots qui fonctionnent bien, où le lighting est cohérent, où ça met en valeur l'histoire et que ça raconte quelque chose à travers ton lighting, plutôt que d'avoir
un shot où ça explose de partout. Alors c'est très Ouais. stylé, hein, mais c'est tellement un bordel que bon, bah voilà. Alors après, si techniquement c'est très intéressant, c'est cool, mais voilà, je préfère avoir des scènes de dialogue où c'est très intense émotionnellement plutôt que d'avoir des trucs Hmm. qui pètent dans tous les sens. Mais ça, encore une Ouais, je fois, comprends. c'est mon avis personnel. Et, Oui, bien sûr. et juste parler avec la personne en écoutant juste bah, l'émotion sur laquelle elle a travaillé et comment elle en est arrivée là et qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi en gros les difficultés artistiques qu'elle a pu avoir sur ce shot, bah c'est top quoi. Et si Ok. c'est que tout est cohérent et tout ce qu'elle raconte, ça a un sens quand tu vois l'image, bah c'est tout bénef quoi. Ok, trop stylé. Du coup, en vrai, pour toi, le vrai truc qui fait la différence, c'est du coup par rapport à l'entretien d'embauche, en fait. Par rapport à... Enfin, pas l'entretien, mais si, l'entretien, en fait. C'est quand tu discutes avec la personne plutôt que le démo reel en soi, finalement. Ouais, je pense. Alors c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un bon démo reel dans le sens où bah, faut savoir que la plupart du temps, c'est les recruteurs. Ben, si tu connais pas de personnes dans la boîte que tu postules, j'imagine, c'est énormément les recruteurs qui regardent leur showreel en premier. Donc il faut qu'il y ait quand même une part de oh ouais, c'est stylé, tu vois, parce que les RH, la plupart des RH ne connaissent pas trop notre industrie. Dans Ouais. des boîtes, par exemple, comme dans la mienne, je pense qu'il y a une, voire deux ressources humaines qui vraiment sont passionnés par l'animation. Mais le reste, c'est vraiment, ils sont spécialisés dans le recrutement. Ouais, ok. Et voilà, s'ils voient par exemple que tu as travaillé sur un film Disney, bon, bah, elles vont voir un film Disney, ça va te mettre en valeur, tu vois. Ouais, je Si comprends. elles voient que tu travailles sur des shows à l'étranger qui sont pas connus mondialement, bah, si c'est beau, ça va passer. Mais là, en gros, ce qui se passe à Vancouver, là, actuellement, c'est bon, il y a eu énormément de. Je sais pas si ça a été jusqu'en France, mais Disney a eu du licenciement, Framestore a eu du licenciement, donc en fait, et même Weta a eu du licenciement. Donc en fait, tu te retrouves dans un milieu où il y a un contraste énorme entre. Bah, tu as quelqu'un dans son book qui a du Avatar, et d'un autre côté, bon, bah, tu as moi qui avait à l'époque du Alice, quoi. Ouais. Donc le contraste est énorme. Donc forcément, je me dis, aux yeux des recruteurs, tu vas tomber sur quelqu'un qui a bossé sur 3 séquences sur Avatar. Bah, c'est une grosse prod, c'est un gros studio, Je comprends, ouais. c'est joli. Et je dis pas que mon travail n'est pas joli, mais voilà, visuellement, et c'est très difficile de se départager de ce genre d'artiste. Ouais, je comprends. Donc, Et là, en plus, tu pars du principe que c'est toujours des démo reels de gens qui ont travaillé et qui ont fait des projets concrets dans l'industrie. Parce que quand tu démarres et que tu veux vraiment te lancer, forcément, t'as que des projets perso, ouais, finalement, dans voilà, ton c'est démo reel. ça. Et du coup, après ça, ils sont au courant. Enfin, je veux dire, Hmm. ils savent faire la différence entre, bah oui, lui, sa personne-là est sortie d'école, donc forcément, ils vont orienter l'entretien sur des questions beaucoup plus tournées sur la sortie d'école. Par exemple, si tu as travaillé sur un film de fin d'études, bah, qu'est-ce que tu as fait globalement? Quelles ont été les contraintes? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Généralement, ce que les entreprises veulent savoir, c'est comment tu peux gérer des situations de conflit, par exemple. Parce que c'est très important D'accord. pour une boîte de savoir que si jamais, parce que je dis pas que ça arriverait souvent, mais bah, des fois, t'es avec un collègue, mais ça se passe pas bien avec le collègue. Hmm. Peut-être que parce que juste c'est sa manière de se comporter, peut-être que c'est juste sa manière de travailler, mais quand ça arrive, bah, comment tu réagis? Et souvent, c'est des questions plus ouais, tournées sur. On sait que techniquement, tu as vu des choses à l'école, tu as fait des projets à l'école et tout ça, mais humainement, toi, comment tu es? Et c'est plus. Moi, j'ai trouvé à mon entretien quand j'avais passé chez Icon, c'est plus dans le sens où, euh, bah, par exemple, dans mon book, c'est vrai que j'aurais pu montrer, j'aurais pu t'envoyer mon démo reel que j'avais envoyé à Icon. Et c'est plus dans le sens où bah, des questions de genre quel est le shot t'es le plus fier et pourquoi? Ou quel est le shot où tu as eu le plus de difficultés techniques et pourquoi? Et tandis que une personne, alors ça va toujours être les mêmes questions pour une personne qui a travaillé déjà en studio,
mais les questions vont être plus orientées sur des choses bien précises, liées à de la pipeline, liées à des retours de superviseurs et tout ça, des choses concrètes en production. Et c'est des questions qui, voilà, changent pour des gens qui sortent d'école, par exemple. Ok. Donc, dans ce que tu dis, en tout cas, il y a vraiment une très grande place des soft skills, tu vois, c'est ça qu'on... En fait, c'est tes skills, mais pas de manière technique sur ton travail, mais plus dans comme tu dis, l'humain, et comment tu vas te gérer en boîte et avec une communauté, tu vois, avec une équipe, et à quel point tu vas être sympa, finalement, tu vois, parce que il y a toujours vraiment les deux grands piliers en soi quand tu veux vraiment travailler dans l'animation. Pour moi, en tout cas, tu me dis ce que t'en penses, c'est vraiment, ok, ta qualité de travail, mais aussi vraiment à quel point tu vas être une bonne personne. Mhm. Et ça se ressent facilement quand il y a des gens qui sont entre guillemets des cons. Très vite, ils ont du mal après à trouver du travail. Et généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu envoies ton showreel, c'est pour juger un peu visuellement et aussi techniquement, on peut le voir sur le showreel quand c'est très technique. Et après, il y a la partie généralement, quand on te donne un entretien, c'est pour voir s'il y a un feeling avec la personne. Ouais, ok. Donc, oui, quand tu envoies le showreel et que tu n'as pas forcément de réponse, c'est pas forcément parce que ton travail est mauvais, attention, c'est juste parce qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de priorités, entre guillemets, que bah, des fois, c'est juste de la malchance, en fait. Et que ton showreel n'a pas été arrivé jusqu'au RH parce que bah, il suffit du timing et que tu postules à un moment donné et il y a 100 personnes qui étaient avant toi, bah, juste t'as pas eu de chance et ton book n'a pas été vu et tu te prends des refus. Et généralement, c'est ce qui m'arrivait tout le temps, en fait, quand j'étais en sortie d'école, c'est que j'envoyais mon book. Et alors, certes, j'avais pas des projets comme là j'ai actuellement, j'avais beaucoup de projets perso. Et le fait d'en parler avec des superviseurs, bah, comme on disait tout à l'heure sur LinkedIn, où j'avais aussi contacté des superviseurs pour leur demander ce qu'ils en pensaient, et qui me disaient que bah non, le showreel pour une sortie d'école, c'est un showreel de sortie d'école, et il est bien, tu vois. Il me disait, par Ouais. exemple, il y avait par exemple ce plan-là, bon, je l'aurais pas mis, mais globalement, il est bien. Et du coup, ça te rassure dans le sens où bah, mon book peut potentiellement plaire à des superviseurs. Donc, visuellement et techniquement, c'est bon. C'est juste maintenant, il faut que les RH arrivent ou les personnes liées au recrutement arrivent jusqu'à ton book pour te donner cet entretien et Ouais, ok. voir le feeling avec l'artiste en mode bah, comment il se comporte, comment il réagit à ce genre de questions, etc., etc. Et puis la manière de parler, la manière juste d'avoir une conversation avec potentiellement ton futur lead ou ton futur superviseur, ça joue énormément aussi, ouais. Je pense que Ok, pour je moi, comprends. c'est la partie la plus importante de l'entretien, Hmm. c'est quand tu es face à face avec les gens directement. Ok, trop bien. Et en vrai, si jamais tu l'as sous la main, ton démo reel que t'as envoyé à Icon, je suis chaud qu'on regarde un petit peu. Du coup, je pense que je vais juste le laisser passer comme ça, je pense. Still life. Ouais, donc là, il y a un peu Donc là, ça, c'était un workshop que j'avais fait. Donc en gros, ouais, c'était sur Gnomon. Où je voulais aussi apprendre un peu le look dev et tout ça, mais je vais revenir après. Ouais. Je vais laisser juste la story, Oh, stylé ça. Le petit effet. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Ah. Alors pour celui-là, je pense que oui, c'est bien de montrer un petit peu comment j'avais fait, Mhm. mais mais voilà. 1 minute 10, tu dis, mais on les sent pas du tout. Hein. On voit, c'est super clair, c'est super pertinent, je trouve. Oui, après, ouais, j'avais vraiment sélectionné des projets. Mais par exemple, ce genre de projet que j'avais fait en workshop, ouais, c'est vraiment genre, c'est apprendre le look dev, c'est refaire du texturing, parce que là, du coup, c'était vraiment, tout était en procédural à peu près sur Maya. Il y a un peu de Megascan aussi. Enfin, c'est des nouvelles techniques du coup que j'avais jamais vues à l'école et que j'ai dû apprendre sur le tas, même au niveau du lighting. Je crois que j'avais, si je me souviens bien, sur celui-là. Ouais, j'avais fait des sortes de. Pas de
Merde. Ouais, j'avais mis en place des bloqueurs. Enfin, j'avais vu des trucs que je n'avais pas l'habitude de faire. Pour la petite histoire aussi avec le Toy Story, je pense que tu connais hein, celui-là. Ouais. Je suis retourné le voir tout à l'heure. Ouais. Et ouais, pour l'histoire, je crois que, je pense, corrige-moi, hein, je crois que c'était un animateur de MacGuff, il est rentré chez MacGuff, je crois, Mhm. qui avait fait ce shot-là, et c'est ton prof de lighting qui l'a récupéré pour vous donner en exercice, et j'ai récupéré l'exercice Ouais, alors que j'étais pas en master. ouais, c'est ça. Mais du coup, je l'avais contacté après et il n'y avait aucun souci, je pouvais utiliser ça pour mon showreel. Donc par contre, vraiment, ces plans-là, enfin, cette séquence-là, Toy Story, ça m'a vraiment, je pense, mis en valeur à l'entretien que j'avais avec Icon. Parce que du coup, eux, ils travaillent énormément comme ça et c'est beaucoup de questions sur comment j'ai géré une séquence. Et mais c'est grosso modo ce qu'on apprend dans ma boîte. D'accord. En fait, la continuité des shots avec ton lighting et ton comp, et comment tu as fait pour, entre guillemets, copier-coller le template. Bah ça, c'était vraiment une question il n'était pas censé vraiment me poser, mais ça m'a plus mis en valeur dans l'entretien. Et je pense que, comme on était sur le même bateau, entre guillemets, ça m'a permis d'avoir le poste, je pense. Ok, ouais, Après, je comprends. il y a tout l'ensemble avec moi aussi, ma personnalité et tout ça, mais ouais, c'est pas un genre. C'est des beaux shots. Bon, maintenant, quand je les vois, je vois plein de choses qui me crispent, mais je veux dire, voilà, c'est quand t'as pas trop les moyens, quand t'as pas trop fait d'école, t'as pas de film de fin d'études, bah voilà, ce genre de scène, c'est juste moi qui passe du temps à récupérer des modés un petit peu à droite à gauche. Je fais un texturing très très rapidement, histoire que bah, il y ait quelque chose d'intéressant à faire en lighting. Et après, c'est juste m'amuser et essayer de raconter quelque chose à travers ça, mais ouais, bon, ça, je pense que c'est pas vraiment nécessaire, mais c'était aussi pour montrer que je sais faire du rendu, quoi. Donc, c'est des Ouais, passes de Z, de DAO, il y a de l'albédo, enfin, je savais faire ça. Là, vraiment, j'ai vraiment appris Nuke avec ce shot. Et d'accord, trop bien. ça, j'avais vraiment mentionné à l'entretien. Euh, mais vraiment, apprendre des logiciels comme ça, genre vous avez eu des cours en master, mais apprendre Nuke, apprendre des nouveaux moteurs de rendu tout seul. Ouais, c'est costaud, quoi. Ok. Je me souviens, c'était très intéressant. Être autodidacte, je pense que c'est vraiment des très très bonnes qualités. Mais à vivre comme expérience, je le recommande pas forcément. Hmm. Si vraiment tu n'as pas le choix et que tu adores apprendre, euh, je vous dirais de le faire. Mais si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'accompagne assez souvent, comme un mentor ou un professeur, que tu sais pas, tu es souvent perdu, pas très bien Ouais. organisé comme moi, c'est plus stressant qu'autre chose pour la personne. Mais Hmm. le fait d'avoir appris comme ça tout seul pendant 2 ans, et même encore aujourd'hui, bah, ça me permet vraiment d'être autonome et peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je gère tout seul. C'est un gros avantage, mais ça peut être aussi un gros défaut, parce que ça peut être aussi bien, j'applique ça au travail et dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que généralement, quand je suis confronté à une situation, je ne veux pas recevoir. Pour moi, je suis dans une bulle où je n'ai pas d'aide extérieure, il faut que je me débrouille. Mhm. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais, Débat sur mais le juste canapé, hein. ouais, débat sur le canapé, on pourra faire une émission comme ça. Mais ouais, tout ça pour se dire que il faut être fier de son travail. Bon, genre là, quand je vois le book, je me dis il y a des choses à améliorer, mais à l'époque, bah, j'étais très content parce que visuellement, ça fait professionnel Hmm. et dans le contexte de, bah, je suis sorti d'école, j'avais rien, parce qu'on n'avait pas des cours de lighting comp et j'ai tout appris tout seul. Bah, Ouais. quand tu vois ça, tu dis bon. Bah, c'est 2 ans qui ont payé, quoi. Oui, C'est deux complètement. ans où, après, quand tu arrives à ton premier entretien, tu as le stress total, mais c'est normal. Mais aujourd'hui, si je devais repasser des entretiens, ce serait plus trop la boule au ventre que j'aurais, mais plus dans le sens où
je serais content parce que ça veut dire que je suis arrivé à une étape où mon travail leur plaît. Maintenant, ils veulent en apprendre plus sur moi. Ouais. Donc en fait, je suis vraiment dans un truc du genre. Attends, je vais peut-être remettre la caméra en vrai. Ils sont contents de mon travail. Genre, c'est intéressant pour eux. Et c'est plus un truc du genre. Je me mets pas la pression par rapport à ça. Et vraiment, c'est plus pour moi, pas un entretien, mais plus une conversation. Ouais, je comprends. C'est juste, tu parles avec quelqu'un qui est aussi passionné que toi de ton travail et potentiellement, il veut être ton collègue. Hmm. Et le tout, c'est pas de se dévaloriser devant cette personne, c'est d'être totalement honnête et ouais, juste montrer que t'as postulé et que t'as pas juste postulé pour rien, tu vois, et juste que tu es là parce que tu as des ambitions, parce que tu as des envies, tu as des qualités que tu peux apporter. Ouais. Et ça, c'est vraiment top. Je mettrai le lien dans la description pour les gens qui voudraient retourner voir un petit peu comment c'était, du coup, pour un book lighting full sortie d'école, quoi. Ouais, sortie d'école et bah, pas sans film de fin d'études. Ouais, c'est ça. Sans film de fin Ouais, d'études et sans projet de l'industrie qui met un peu plus en valeur, quoi. ouais, c'est ça. Trop bien. Et j'ai une dernière une question un peu plus touchy. C'était par rapport à la situation globale de l'industrie et à quel point, chez vous, du coup, de l'autre côté de l'Atlantique, qui est possiblement un peu plus, pas impacté, mais au cœur de l'action, j'ai envie de dire, parce que comme c'est mondial et que vous êtes du côté des États-Unis et du Canada, et voilà, comment est-ce que vous le ressentez et comment ça se passe en fait? Je parle par rapport à la différence de demande et d'offre, qu'il y a beaucoup de monde qui veut de plus en plus travailler dans l'animation et pourtant, il n'y a pas plus de boulot pour autant, parfois même un petit peu moins dans certaines périodes. Tu avais dit le Covid, on a eu aussi la grève des scénaristes et plein d'autres petits trucs qui petit à petit se sont un petit peu accumulés. Et tous les problèmes aujourd'hui par rapport au financement, par rapport à la société, je dirais même politique générale, qui fait que du coup il y a un peu moins d'argent qui est mis dans la culture et dans tous ces trucs-là. En tout cas, nous en France, on le sent un peu plus. Et évidemment, on peut pas y échapper, mais aussi par rapport à l'intelligence artificielle. Et comment tout ça, est-ce que toi, tu vois? Alors, je vais essayer de tout remettre dans l'ordre. Du coup, oui, nous, on le ressent. Là où ça a été vraiment le plus impactant, c'est les scénaristes. Les grèves des scénaristes. Moi, je l'ai vraiment ressenti à Vancouver, cette grève-là, parce que on était directement impacté parce que Disney nous écrit les scénarios. Donc, à un moment donné, on s'est vraiment posé la question. Bon, on voyait même les acteurs. Il y avait des épisodes qui étaient en suspens parce que les acteurs qui prêtaient leur voix pour nos séries d'animation ont fait grève aussi. Donc tout ça, on avait un petit peu ce côté de oula, vraiment il y a un truc qui se passe dans l'industrie qui est vraiment pas bien. Et il faut chercher pour comprendre. Et grosso modo, oui, là les États-Unis, ça a été, je pense, catastrophique pendant au moins 1 an, 2 ans. Nous, ça nous a impacté directement et indirectement par rapport à ça. Le Covid, je pense pas que ça nous ait réellement vraiment impacté parce que le Covid, ça a vraiment permis à ma boîte de se développer et d'avoir de plus gros contrats. Ok. Donc, c'est surtout l'après-Covid où, effectivement, après Covid, il y a eu de plus en plus de demandes, comme tu l'as dit, et il y a beaucoup moins de postes à pourvoir. Parce que, en gros, ce qui se passe, c'est ma vision des choses. Ce qui se passe, c'est que les gens, du coup, qui sont là depuis plus longtemps, gardent leur poste, essayent de garder leur poste le plus longtemps possible. Parce que il y a toujours le risque de ne pas retrouver du travail. Et en gros, si tout le monde est dans cette optique-là, les nouveaux arrivants, il n'y a pas forcément de place qui se libère. Et quand il y a de la place qui se libère, généralement, on laisse la priorité à ceux qui... C'est un peu mal, enfin, c'est un peu mal fait, mais c'est un peu bien fait. Mais généralement, là, récemment, par exemple, on m'a posé la question de est-ce que tu connais quelqu'un? Ok, Voilà. trop bien. Et en gros, est-ce que tu connais quelqu'un, parce qu'on cherche des juniors, est-ce que tu connais quelqu'un en lighting comp qui, voilà, que tu as confiance et qu'on peut passer un entretien genre là dans la semaine. Donc si tout le monde fait ça et que tu connais pas forcément, enfin toi en tant que personne qui recherche un emploi, n'a pas cette relation contact avec des gens dans l'entreprise directement, tu te retrouves dans la même situation que j'étais il y a 4 ans où pendant 2 ans, tu cherches, t'as pas de réponse, limite on te ghost entre guillemets, mais
là, ouais, quand je suis retourné à l'école, quand je voyais le nombre d'étudiants et quand je voyais la situation dans laquelle ils étaient, ils ont vraiment, genre, ils sont obligés de supprimer des salles. Par exemple, la salle des profs, c'est devenu une salle de classe, quoi. Et je me dis, ça empire de chaque année et là, il y aura bien, je pense, les nouveaux masters qui vont sortir cette année. Et ça va faire que ça, en fait. Mhm. Parce que je pense, pour moi, le plus important, c'est qu'on n'est pas, on ne dit pas la vérité aux étudiants. La plupart des intervenants, la plupart des profs ne peuvent pas en parler parce que bah, ils auront des problèmes après l'école. Mais c'est exactement la même chose qui se passe avec, par exemple, les hôpitaux, où en gros, il y a un business. Il y a un business qui se crée et on perd la notion de on veut transmettre, on veut partager cet univers-là. Donc, l'univers du médical, c'est quoi? C'est soigner des gens, c'est prendre soin des gens, éviter qu'ils aillent trop souvent à l'hôpital parce que bah, c'est horrible hein, pour certaines personnes de se retrouver patient. Nous, c'est pareil dans l'animation. On veut on veut qu'il y ait des bons artistes, on veut former des bons artistes, donc forcément les écoles devraient être un peu plus sélectives. Et à l'inverse, là, ce qui se passe, c'est que les écoles sont ouvertes à tout le monde. N'importe qui peut financer 5 années d'études peut aller dans une école privée. Il y a les écoles publiques, je pense pas qu'il y en ait beaucoup en animation 3D, mais là, vraiment, moi, ce que je constate de mon point de vue, c'est que les écoles se rendent compte que financièrement, il y a quelque chose de très intéressant à développer. Et en fait, quand tu regardes autour, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de domaines où c'est pareil. C'est là, je pense on est dans un monde où l'argent est devant quelque chose de plus important. Et même là, dans ma boîte, si je devais donner un gros défaut de ma boîte, et c'est pas pour descendre quoi que ce soit ou quoi, Ouais, ouais, ouais. ce que je constate par rapport à pas mal d'entreprises dans l'industrie, c'est que l'argent est toujours la priorité avant pas mal de choses. Avant la santé mentale de tes employés, avant le fait de leur donner une augmentation, le fait de les récompenser, le fait de les valoriser. Et en fait, on oublie que ce qui génère l'argent, bah, c'est eux, c'est les artistes, Ouais. c'est les infirmiers, c'est les docteurs et c'est les étudiants. On finance tout ça. Mais si ton but, c'est d'avoir de l'argent pour avoir plus de l'argent, et pas de se dire, on veut de l'argent pour évoluer, pour avoir des projets plus intéressants, même pour financer ce genre de projet, bah, c'est un peu serpent qui se mord la queue et on est dans un cercle vicieux de il y a des étudiants qui arrivent, il y a des étudiants qui sortent, et tu te rends compte qu'au bout de 2, 3, 4 ans, 5 ans, bah, les étudiants qui sont sortis, la plupart n'ont toujours pas trouvé. Et on a des collègues, on a des gens de notre promo qui malheureusement ont dû se réorienter, et on a ce cas de figure-là où c'est trop stressant pour ces personnes-là de se dire, bah là, si vraiment je me donne pas à fond, et il y a ce côté un peu compétitif, où si tu te donnes pas à fond à l'école, si tu te donnes pas à fond dans tes projets perso, pour te démarquer des autres, bah, chaque année, il y a potentiellement une promo qui se libère. Et Ouais. potentiellement, il y a 100 candidats, potentiels candidats, C'est qui ça. vont être devant toi. Une nouvelle vague, quoi, qui arrive à chaque fois. C'est ça. Et moi, ce que je trouve ça vraiment dommage, c'est que bah, là, et ça commence à se ressentir dans pas mal de studios où il y a cet esprit très compétition. Ok. Et moi, je suis pas dans cette optique-là, parce que il peut y avoir de la compétition. Ça, je dis. Et la compétition, c'est quelque chose de formidable parce que ça te permet d'évoluer. Et moi, quand je suis arrivé à Econ, euh, j'étais frustré parce que bon, j'avais pas eu le temps de bien me former comme il fallait, et il y avait des artistes qui vraiment se débrouillaient vraiment bien. Et t'as c'est un peu pas cette rage parce que c'est fort comme mot, mais t'as un peu cette volonté de je veux avoir un bon niveau parce que j'ai l'impression que mes collègues me prennent pour un moins que rien. Ou j'ai Ouais. l'impression que mon lead il me dit bon bah c'est un junior, bon voilà quoi, il est pas ouf quoi. Ok. Et après tu as cette remise en question de potentiellement en fin de prod, bah, je peux faire partie des gens qui, s'il y a besoin de faire un peu malheureusement c'est un brin de ménage, bah, je suis potentiellement l'artiste concerné quoi. Ouais.
Donc en fait, par rapport à tout ça, moi je ressens vraiment un peu de tristesse ouais, par rapport à tout ça, parce que je me dis, il y a parmi ces gens-là, il y a des gens comme moi qui sont super passionnés, qui n'ont pas pu continuer le master parce que ça coûte trop cher. Hein. Les écoles coûtent excessivement cher, on ne peut pas tous se payer ça. Et bah, le seul moyen de survivre, entre guillemets, c'est il faut mettre en avant ta passion et te dire, bah, ok, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie, c'est vraiment ça, je veux me réveiller tous les matins et avoir ce sourire sur le visage tout le temps parce que je vais au boulot. Et bah, tu te donnes à fond et parfois tu fais des sacrifices, tu fais des choix dans ta vie qui font que, bah voilà, si je suis parti à l'étranger aujourd'hui, parce que j'ai fait un choix et j'ai fait ce choix-là de me dire, bah, ma carrière, je vais travailler toute ma vie et il faut que je puisse exercer le métier que j'ai toujours voulu faire. Et, et là, du coup, à l'étranger, bah, on a le même ressenti qu'en France, sauf que je pense que c'est pire à Vancouver parce que là, on n'est pas sur des masters. Hein. Attention, on est sur des formations de 6 mois, voire 1 an et demi. Donc ça veut dire que là, potentiellement, tous les 6 mois, toutes les années, il y a des gens qui sortent. L'école, elle est juste en face de notre studio en plus. Il y a des étudiants qui sortent tous les 6 mois et qui viennent toquer à notre porte parce que bah, ils veulent travailler, hein, parce que c'est normal. Mais bah, je pense, enfin, t'as genre, allez, en lighting compo, là, récemment, je pense qu'il y a eu au moins 200, 300, voire peut-être 400 candidats. C'est une dinguerie, ça. Et t'as quoi? Sur une prod, allez, sur une line, bah, t'as 10 artistes. Donc, si t'as genre, allez, 300, 400 candidats, bah, il y a 10 places, quoi. C'est ça. Donc, et si tu renouvelles ça tous les ans, sachant que bah, une prod en lighting comp, ça dure entre 1 et allez, maximum 2 ans. 2 ans, c'est beaucoup, mais c'est une année de prod. Bah, potentiellement, l'année prochaine, si tu veux garder ton équipe et qu'il y en a que pour X ou Y raison, ils veulent repartir en France ou ils veulent changer de boîte, bah, là, c'est plus 10 places qui y a de disponibles, c'est 2. C'est 2, 3. Et tu as t'as toujours une centaine d'étudiants qui sortent. Ouais. Donc là, on est vraiment en train d'avoir une masse de gens qui ont fait ces études-là, qui veulent travailler dans l'industrie et qui sont obligés de trouver n'importe quel moyen pour se démarquer et essayer de s'en sortir. Et là, en plus, comme tu disais, avec l'intelligence artificielle, il y a pas mal de questions qui se posent. Je vois, bah, on a une discussion comme ça avec Roman, où vraiment tu te poses vraiment des questions de bah, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, parce que là, on voit l'évolution. Il y a 3 ans, l'IA était catastrophique, et là, tu vois là ce qui se passe maintenant. Tu te dis bon, ça met une claque quand même. Alors, visuellement, c'est pas fou, mais de se dire que en 3 ans, l'évolution technique, qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? Bien sûr, ouais. Et moi, je suis pas inquiet de l'intelligence artificielle parce que pour moi, ça reste un outil. Et ça reste un outil, si tu en as besoin, il est vraiment top. Je vois, par exemple, moi, ça fait plus d'1 an que je fais un peu plus de dev, je fais un peu plus de codage. L'intelligence artificielle pour apprendre tout ce qui est lié à ça, c'est génial. Pour moi, c'est vraiment genre une bibliothèque. C'est même l'intelligence artificielle pour moi est mieux qu'une source Google ou parce que lui, il te cherche, il te prend tout ça, il te prend toutes ces informations et tout le temps que tu entre guillemets passes, enfin, j'allais dire perdre, mais tout le temps que tu passes à chercher des sources en un seul clic, il l'a. Donc pour moi, c'est une source de savoir qui est incroyable. C'est un outil qui est extrêmement impressionnant. Et après, la manière dont les gens l'utilisent, ça n'a aucun sens pour moi. C'est pas des et j'ai vu pour la première fois bah, sur LinkedIn un artiste coréen qui a développé un tool entièrement fait avec de l'IA qui est génial et qui je pense est incroyable pour le lighting combo parce qu'en gros c'est un générateur de maps d'HDRI qu'on utilise pour nos environnements light et le fait que tu puisses générer une map HDR, que tu puisses l'exporter directement dans Maya et que tu as un truc que tu puisses customiser, que tu puisses après retoucher sur Photoshop et apporter ta petite touche artistique, mais d'avoir un truc qui est quand même béton à la base et qui surtout, bah, juste ça n'a pas à remplacer un humain.
ce que je veux dire, c'est juste ça. Alors, je sais pas comment vraiment sont faits les mappages des riz. Il y a des caméras spécifiques pour ça, mais il y a un budget. Mais là, c'est vraiment, si par exemple, nous, ce qu'on fait sur notre projet, c'est que ces maps-là d'environnement, on les génère avec des caméras Maya et on fait des 360. Hmm. Mais si tu as la possibilité euh, d'automatiser ça et de justement, parce que nous, on est basé sur des mèches, mais si pour des raisons X ou Y de prod, tu n'as pas ce mesh, mais que tu veux avoir ce truc dans ton HDRI, bah, tu peux le générer en 2D. Donc c'est plein d'outils comme ça qui, moi, je trouve géniaux et qui peuvent nous aider en tant qu'artistes à avoir un peu plus de focus sur peut-être moins d'aspects techniques, mais artistiquement parlant, là, on va développer une créativité qui sera un peu plus poussée. Mais encore une fois, ça dépend de comment les gens l'utilisent. Moi, j'utilise à vraiment des buts pour apprendre des choses. Par exemple, il y a des sources, il y a des connaissances que je n'ai pas. Par exemple, pour la computer science, je trouve ça génial, mais si tu n'as pas fait d'études là-dedans, après, il faut retourner à l'université. Si t'as pas Après, il y a les livres et tout ça, mais si tu veux juste poser une question sur un truc dont tu n'as aucune idée de ce que c'est la réponse, il peut t'apporter cette source de savoir. Donc, par rapport à tout ça, ouais, il y a un petit peu le côté il y a énormément de demandes, il y a, non, il y a très peu de demandes, et il y a beaucoup de gens qui recherchent, et en plus, il y a toujours cette boule au ventre pour la plupart des artistes de se dire, bah, potentiellement, il y a des gens qui, comme je l'ai dit, qui pensent qu'à l'argent et qui vont Ouais. se dire, pourquoi payer des artistes, je sais pas, le salaire, c'est, je veux dire, allez, à titre d'exemple, le SMIC, alors que je peux investir ce SMIC dans un abonnement mensuel. Ouais, je comprends. Voilà. Bien Et je sûr. n'ai pas l'inconvénient de cet artiste-là est malade, ou cet artiste-là, Ouais. il a un congé paternité, ou des trucs là. Mais humainement, c'est horrible de faire ça. Oui, c'est On ça. ne remplace pas. Donc, pour moi, j'ai pas peur dans le sens où il y aura toujours des personnes dans l'industrie, et encore heureux que ces personnes existent, qui vont vraiment penser le côté humain et de se dire, c'est un outil, c'est pas une personne qu'on peut remplacer. Hmm. Voilà. Ok, je comprends. Et donc moi, j'ai pas de crainte par rapport à ça, tant que je sais que la personne à la tête de l'entreprise n'est pas un businessman. Ouais, ouais, ouais. Mais le problème, c'est que la plupart des CEO aujourd'hui pensent business. Et C'est c'est ça. business avant tout. Et c'est plus les profits il y en a, moins on va les investir dans la boîte. Et je trouve ça un peu dommage. Hmm. Alors encore heureux, il y a pas toutes les boîtes ne font pas ça. Là, c'est vraiment genre, j'ai pas envie de citer de nom, mais j'ai pas mal de mes collègues qui ont travaillé dans ce genre de boîte. Et vraiment, genre, bah, t'es un, t'es un numéro en fait. T'as pas de Ok. prénom, t'as pas de nom, c'est juste tu fais ton shot, tu fais ton quota, t'as des heures sup imposées et c'est tout. Et si tu veux pas faire les heures sup, bah, c'est pas grave, fin de contrat, on verra avec quelqu'un qu'on va payer potentiellement moins cher et qui va un petit peu se plier à tes genoux, quoi, entre guillemets. Ok. Et il y a des boîtes comme ça dans l'industrie où ça se passe comme ça et c'est horrible. Ouais, c'est Euh, terrible. et voilà, c'est un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Et il faudrait qu'il y ait un peu plus de prévention dans les écoles, mais le problème, c'est que tu prends un risque en faisant ça. Mais il faut être honnête avec les gens et se dire que bah oui, c'est un peu la jungle là dehors et que C'est ça. bah, si tu dois partir à l'étranger pour travailler, bah, est-ce que si c'est ce que tu as vraiment envie de faire, bah, fais-le, tout simplement. Et moi, je recommanderais à 100% les gens qui hésitent de partir à l'étranger, vraiment partez à l'étranger. Juste, mettez-vous mettez-vous dans la situation de, bah oui, potentiellement, bah, je vais rater des anniversaires, je vais rater, si hein, on a un collègue, malheureusement, il a eu un décès dans sa famille, bah, il a fallu rentrer en urgence, c'est délicat, tu vois, comme ce genre Oui, de bien sûr. situation, et il faut prendre ça en compte. Mais après, le fait d'apprendre une nouvelle, enfin, je connaissais déjà l'anglais, mais vivre dans une culture différente, vivre tous les jours, aller chez le médecin, parler en anglais, ce genre d'expérience, moi, je Ouais. vous recommande à 100%. Jamais de ma vie, je me serais dit, tiens, aujourd'hui, j'ai un problème quelconque.
je vais voir le médecin. Je veux aller chez le coiffeur, bah, je parle en anglais, je vais faire mes courses, il y a un problème, bah, je vais voir la caissière et je parle en anglais. C'est tout ce genre d'expérience que moi j'adore. Et, euh, et c'est très compliqué pour moi quand je reviens en France et de me dire, il y a quand même une mentalité différente par rapport à tout ça. Et bah du coup, merci beaucoup pour ton témoignage, Valentin, ça m'a fait trop plaisir et c'était vraiment super intéressant tout ce que tu as raconté. Et juste pour finir, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les étudiants et les gens qui sortent des études éventuellement, en plus de tout ce Ça, que tu as dit du coup? ça va pas prendre 5 minutes là. Ah merde. Euh, Bon bah alors rapidement, mais un petit truc quoi. si vous êtes dans si vous aviez été dans la même situation, juste baissez pas les bras et en fait, faut je pense que le mieux c'est de se remettre un petit peu en question positivement et juste un peu sortir de sa zone de confort et d'aller voir d'autres personnes. Et comme j'avais fait, voilà, quand je me suis mis à LinkedIn pour la première fois, c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Et vraiment sortir de cette zone, d'aller parler à des gens, d'essayer de forger un petit peu ce contact, enfin ouais, cette relation que tu peux avoir avec de futurs employés, bah, ça m'a beaucoup aidé. Mais oui, pas baisser les bras si vous êtes toujours en recherche et que ça aboutit pour l'instant à pas grand-chose. Mais, euh, mais oui, voilà, s'ils ont, enfin, ils peuvent me contacter sur LinkedIn ou je peux aussi te donner mon mail s'il faut. Ouais, ok. Mais il y a aucun souci si il y a des gens qui se sentent un peu perdus et tout ça. Le tout, c'est savoir ce que vous voulez vraiment. Euh, Est-ce que vous voulez vraiment rester en Europe, en France en particulièrement pour travailler? Dans ce cas-là, faut trouver, il y a toujours des solutions à trouver. Ou est-ce que vous êtes prêt à faire le pas et partir à l'étranger Hmm. et voilà, changer de quotidien et changer un petit peu de vie? C'est surtout voilà, savoir ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller et surtout garder le cap et ne pas se mettre la pression. Faites le travail comme vous l'avez toujours fait avec beaucoup de passion et, euh, et voilà, tentez votre chance, rentrez en contact avec des gens. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, hein, si vous sentez que vous êtes perdu, même si c'est des gens qui ne sont pas forcément dans l'industrie, bah, rien que le fait de parler avec des adultes, ça peut débloquer pas mal de choses. Ok. Bah trop bien. Ouais. Merci beaucoup Valoche. Et Merci beaucoup, Louis, à et bientôt. à bientôt. Des Ciao, bisous. ciao. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais pas du tout combien de temps elle fera. Je sais que j'ai 2 heures de rush. J'espère condenser ça au maximum pour que ce soit assez dynamique. S'il y a des sujets qu'on n'a pas parlé ou des questions spécifiques que vous voudriez poser à Valentin, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense qu'il sera très content d'y répondre. Et si des gens veulent lui parler de manière personnelle, je mets son contact dans la description comme il l'a dit. D'ici la prochaine vidéo, on se revoit sur les réseaux et sur Twitch pour animer. Des bisous les copains.